Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours 5.3 de la formation Crypto 301. Dans les chapitres précédents, nous avions vu comment calculer la graine et la clé maîtresse, les informations de base du portefeuille HD. Nous avions vu quel était également le rôle du code de chaîne maître. Dans le chapitre suivant, nous avions vu également ce que sont les clés étendues. Maintenant, nous allons voir comment dériver une paire de clés enfants depuis une paire de clés parents. Nous allons voir comment passer d'une paire de clés, clés publiques, clés privées, parents avec le code de chaîne maître à une paire de clés enfants. Nous allons voir quelles sont les mathématiques qui permettent de calculer cela, quels sont les algorithmes qui sont utilisés, et vous allez voir que l'on va retrouver notre algorithme HMAC que l'on avait étudié dans le chapitre 2. C'est parti. Maintenant, étudions ensemble plus en détail comment est-ce que l'on passe d'une paire de clés parents à une paire de clés enfants et quels sont les différents types de paires de clés enfants existants. Ainsi, on va pouvoir commencer à toucher du doigt la dérivation et la hiérarchisation du portefeuille HD. Pour vous rappeler ce que nous avons vu dans les cours précédents, nous avons vu que la base du portefeuille HD est constituée d'abord d'une entropie qui est une source de bruit externe, puis qui nous permet de déboucher sur un nombre aléatoire. Ce nombre aléatoire, avec sa checksum, nous permet de générer une phrase mémonique ou phrase de récupération, et avec l'éventuel passphrase optionnel, on peut avoir une graine, la seed du portefeuille. Avec cette seed, par dérivation, on peut déboucher sur la première paire de clés du portefeuille qui se trouve tout en haut de la hiérarchie, la clé maîtresse et le code de chaîne maître. Nous avons vu que le but du portefeuille HD, c'est de dériver plusieurs paires de clés enfants à partir de ces informations uniques qui sont à la base du portefeuille. C'est ce que nous allons voir notamment dans ce cours. Et nous avons étudié également précédemment ce que sont les clés étendues. Nous avons vu qu'une clé étendue permet de rassembler les informations nécessaires pour la dérivation, c'est-à-dire la clé parent, et le code de chaîne associé à cette paire de clés. Donc à partir de la clé maîtresse et du code de chaîne maître, nous allons être capables de dériver un certain nombre de paires de clés enfants. Ces clés enfants pourront soit être utilisées comme telles pour des échanges de Bitcoin, soit servir à leur tour de clés parents, ce qui donnera des paires de clés petits-enfants. Donc c'est ce que vous voyez sur ce schéma. À partir d'une paire parent, on peut dériver d'autres paires enfants, par hiérarchie, c'est comme un arbre généalogique, et avec ces paires enfants, on peut encore dériver d'autres paires enfants, et etc., etc., etc. Ce fonctionnement hiérarchique va permettre notamment de segmenter des branches et d'offrir de nombreuses options de gestion de clés et de structure de portefeuille. C'est ce que vous voyez, par exemple ici, on est parti sur deux branches, ici vous avez la première branche, ici la deuxième branche. Ensuite, ici, on a une première sous-branche, une deuxième sous-branche, et ensuite, on pourrait encore dériver des clés enfants, ici, par exemple. Voilà. Donc, en fait, finalement, lorsque l'on dérive une paire de clés, soit on l'utilise comme telle, c'est-à-dire qu'on utilise la clé publique pour générer des conditions de dépense sur un outil EXO afin de bloquer des bitcoins, et on utilise la clé privée pour signer, donc pour remplir les conditions nécessaires pour dépenser les bitcoins, soit on utilise ces clés pour dériver des paires enfants que l'on pourra elle-même utiliser pour recevoir des fonds, ou bien elle-même utiliser pour dériver d'autres paires petits-enfants, etc., etc. Donc, comme nous avons vu rapidement dans le cours précédent, il existe deux types de paires de clés enfants. Il va exister les clés enfants endurcies ou renforcées, et les clés enfants non endurcies, également nommées clés enfants normales. Et donc, nous avions vu également dans le cours précédent que la clé publique étendue permet de dériver uniquement des clés publiques enfants normales, et la clé privée étendue permet de dériver toutes les clés enfants, à la fois publiques et privées, à la fois endurcies ou renforcées, et normales. Nous avons vu également dans le cours précédent que chaque paire de clés dispose d'un index. C'est ce qui nous permet de dériver plusieurs paires de clés enfants depuis une même paire de clés parents, en différenciant bien chaque paire de clés enfants. Ainsi, à partir de chaque paire de clés parents, nous pourrons dériver jusqu'à 2 puissance 31 paires de clés enfants normales et 2 puissance 31 paires de clés enfants endurcies. Chacune de ces paires dispose donc d'un numéro, d'un indice, qui est un nombre entier de 32 bits, qui permet donc de différencier chaque paire de clés de ses autres sœurs. Et donc, les paires de clés enfants normales disposent d'un index compris entre 0 et 2 puissance 31 moins 1, et les paires de clés endurcies disposent d'un index compris entre 2 puissance 31
et 2 puissance 32 moins 1. Donc en tout, il y a 2 puissance 32 index possibles, qui sont exprimés sur des nombres entiers de 32 bits au total. Les 2 puissance 31 premiers index sont dédiés pour les clés enfants normales, et les 2 puissance 31 index suivants, c'est-à-dire les derniers index, sont dédiés aux paires de clés enfants endurcies. Alors, le processus de dérivation des clés enfants fait intervenir de nouveau la fonction hmac SHA-512. C'est la fonction que nous avons étudiée en détail dans le chapitre 2 et dans le cours 2.3. Pour rappel, cet algorithme applique une fonction de hachage à un message en entrée et à une clé également en entrée. Donc il y a 2 entrées de la fonction hmac, pour finalement nous donner une sortie de taille fixe de 512 bits qui peut être comparable à un message d'authentification ou à un condensat. Dans le cas de la dérivation des clés enfants, la première entrée de la fonction hmac sera une clé parent concaténée à l'index, et la deuxième entrée sera le code de chaîne associé à cette paire de clés. On va voir schématiquement un petit peu comment se déroule ce processus. Dans les schémas suivants, dans les calculs suivants, j'ai noté ici les symboles pour faciliter l'écriture. On va noter C par pour désigner le code de chaîne parent, c'est-à-dire le code de chaîne qui est associé à la paire de clés qui va être utilisée pour dériver. On va noter K minuscule par, comme ça en bleu, pour désigner la clé privée parent, et K majuscule par en vert pour désigner la clé publique parent. Et pour désigner la paire de clés enfant qui va être dérivée, on va noter C-env pour le code de chaîne enfant, K-env pour la clé privée enfant, donc avec K minuscule, et K majuscule env pour la clé publique enfant. On va noter I en orange pour désigner l'index de la paire de clés enfant qui sera dérivée. Et on va noter également H, la sortie de la fonction hmac SHA-512. Et enfin, on va noter H majuscule, le résultat de HG, où G est le point générateur, addition et doublement de points sur les courbes elliptiques. Donc ça, c'est le même fonctionnement que ce qu'on a vu dans le chapitre 3. On va considérer H ici là comme une clé privée, par exemple. Et donc, si on réalise HG, cela va nous donner H qui est un petit peu comme une clé publique, c'est-à-dire un point sur la courbe elliptique. Et on définit également n qui est l'ordre de la courbe elliptique, sachant le point d'origine. Donc rappelez-vous ce que l'on avait dit dans le chapitre 3. Nous avions vu que la courbe elliptique utilisée sur Bitcoin était en réalité pas une courbe mais un nuage de points. C'est-à-dire que c'est une courbe elliptique définie sur un corps fini d'entiers positifs. Et donc n, ça va être le nombre de points qui existent sur cette courbe elliptique. Ça va être l'ordre de la courbe, le nombre de clés publiques possibles sur la courbe elliptique. Et nous avions défini dans le chapitre 3 quelle était la valeur de ce n. Je vous laisse y revenir si jamais vous n'avez pas bien compris cette notion. Donc comme nous avons vu dans les cours précédents et comme vous le savez sûrement, on peut dériver des paires de clés enfants à partir d'une clé publique parent ou à partir d'une clé privée parent. Cela va pas nous donner évidemment le même résultat, mais on peut faire les deux. Donc dans les diapositives suivantes, je vais vous montrer les différentes options de dérivation qui peuvent être utilisées. La première, ça va être de dériver une clé privée enfant, donc c'est ce que vous voyez noté ici en titre, depuis une clé privée parent. Donc on a la clé privée parent, on a le code de chaîne qui est associé à cette clé privée parent, et on souhaite dériver une clé privée enfant. Et donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien c'est ce que l'on a dit précédemment, représenté par ce schéma ici. On va passer dans la fonction hmac, donc en l'occurrence la clé privée ici en bleu. On va concaténer cette clé privée parent avec l'index choisi pour l'enfant. Par exemple, si c'est la première clé privée enfant que l'on dérive depuis cette paire parent, on va utiliser l'index 0. Et donc ici on voit en entrée 2 de la fonction hmac, on a le code de chaîne parent. Donc on a notre fonction hmac, on a deux entrées ici, vous voyez les entonnoirs. Dans le premier entonnoir, on met une concaténation, c'est-à-dire qu'on a mis bout à bout la clé privée parent avec l'index. Et dans la deuxième entrée, on met le code de chaîne qui correspond à cette clé privée parent. On passe tout ça dans notre fonction hmac SHA-512 ici, et ça nous donne en sortie un output de 512 bits. C'est ce que vous voyez là. Donc je vous ai noté l'équation ici. Pour K-enf, donc c'est-à-dire K-enfant endurci, la formule sera H, donc H pour rappel c'est cette sortie, c'est ce qu'on souhaite avoir, est égal hmac SHA-512, donc la fonction qu'on utilise,
avec comme paramètre en clé, c'est-à-dire en entrée numéro 2, le code de chaîne parent, c'est ce que vous voyez là. Et en message, on va avoir une concaténation de la clé privée parent, c'est ce que vous voyez là, avec l'index, c'est ce que vous voyez là, qui a été choisi pour la clé enfant. Et ici, vous voyez qu'on a concaténé à la base un octet 00, donc c'est pour atteindre une taille de 33 octets. C'est la même histoire que pour la clé étendue dont on a parlé dans le cours précédent. La clé privée fait que 256 bits, alors que la clé publique compressée fait 264 bits. Donc pour garder une taille standard, on va concaténer un octet qui fait 00 à la base de la clé privée pour qu'elle soit elle également d'une taille de 264 bits. Et donc on passe tout ça dans notre fonction hmac et ça va nous donner la valeur de h, qui est un output de 512 bits. En revanche, si l'on souhaite calculer une clé enfant, une clé privée enfant normale, c'est-à-dire pas endurcie, la formule sera h, donc notre sortie, est égal hmax à 512, et les deux paramètres utilisés pour la fonction les deux entrées utilisées pour la fonction hmax à 512 sont pour la clé toujours le code de chaîne parent, et en message par contre ici on voit qu'on utilise .kpar concaténation i. Donc i on le connaît, c'est notre index, et .kpar en fait ça va désigner tout simplement notre clé publique parent. C'est-à-dire la fonction point en fait elle permet de donner le par addition et doublement de points sur les courbes elliptiques de nous renvoyer la clé publique correspondant à une certaine clé privée. C'est ce que l'on voit là. Donc .kpar ici ça serait égal à k majuscule par, c'est-à-dire la clé publique parent. Donc c'est ce que l'on voit ici. Alors attendez, je vais faire du propre. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. On peut utiliser soit la clé privée parent, ici en bleu, soit la clé publique parent en vert ici. Comme cette clé fait déjà 264 bits, on n'a pas besoin de lui rajouter l'octet qu'on a rajouté ici. Et donc on concatène, comme pour la fonction que l'on voit là, on concatène i, c'est-à-dire l'index de la clé enfant désirée. Donc, si on utilise en entrée de la fonction ce que vous voyez en vert ici, c'est-à-dire la clé publique parent, c'est-à-dire .kpar, on aura en sortie une clé privée enfant normale. Et en revanche, si on utilise la clé privée en entrée de la fonction, c'est ce que l'on voit ici, nous aurons en sortie une clé privée enfant endurcie. C'est ce que vous voyez là. Donc ensuite, il va falloir voir qu'est-ce que l'on fait de ce condensat là, de cette sortie de 512 bits. Eh bien, on va la séparer en deux. On va la couper en deux, tac, tout simplement. Donc les 256 premiers bits qui sont là, cela va nous donner H1 que vous voyez ici. Et les 256 bits suivants, c'est-à-dire la deuxième partie de notre condensat, ça va nous donner H2 que vous voyez là. Et donc H2, il va définir le code de chaîne enfant de cette paire de clés qui vient d'être dérivée. Et H1, on va lui appliquer un certain format parse 256. Donc je vous en ai déjà parlé dans les cours précédents. C'est simplement un format, on va interpréter H1 comme un nombre de 256 bits avec l'octet le plus significatif en premier. Bref, vous pouvez retenir simplement que c'est H1 dans un format spécifique. Et donc ce H1, on va l'additionner à la clé privée parent modulo n. Donc ici, le modulo n, il va nous permettre de ramener la clé privée enfant qui vient d'être générée sur un nombre de 256 bits, c'est-à-dire que l'on va faire rentrer en fait notre clé enfant dans l'ordre de la courbe pour être sûr qu'il ait bien un point qui lui corresponde, c'est-à-dire qu'il ait bien une clé publique qui lui corresponde, qu'elle soit utilisable sur Bitcoin. Et tout simplement, voilà, ça va nous donner notre clé privée enfant. Donc là, ces deux calculs, ce sont les mêmes, que l'on fasse une dérivation endurcie ou une dérivation normale. Donc, je récapitule tout ce que l'on vient de dire. On utilise la fonction hmax à 512 pour passer d'une paire parent à une paire enfant, c'est-à-dire pour dériver une paire de clés enfant. Pour passer d'une clé privée parent à une clé privée enfant, c'est ce que l'on fait sur cette diapositive, on a deux choix. Soit on utilise en entrée de la fonction hmax la clé privée parent, c'est ce que vous voyez là, et dans ce cas, ça va nous donner une dérivation endurcie. Soit on utilise la clé publique parent, et dans ce cas, cela va nous donner une dérivation normale. C'est ce que vous voyez ici.
On concatène la clé choisie, donc soit privée, soit publique, avec l'index choisi pour la clé privée enfant qui vient d'être dérivée. Donc par exemple, pour la première clé privée enfant, on va mettre l'index 0, ensuite on va mettre l'index 1, ensuite l'index 2. Donc évidemment, il faudra que l'index choisi corresponde au type de dérivation que l'on souhaite faire. Si on fait une dérivation endurcie, on devra prendre un index de supérieur à 2 puissance supérieur ou égal à 2 puissance 31, c'est-à-dire entre 2 puissance 31 et 2 puissance 32 moins 1. Et si on fait une dérivation normale, on prendra un index entre 0 et 2 puissance 31 moins 1. Cela va constituer notre première entrée de la fonction hmac, donc la clé concaténée à l'index. La deuxième entrée, c'est le code de chaîne parent, donc le code de chaîne qui correspond à la clé publique et à la clé privée parent. On passe tout ça dans la fonction hmac SHA-512, cela nous donne un condensat de 512 bits, et ce condensat, eh bien, on va le séparer en deux. La deuxième partie, ça va nous donner le code de chaîne enfant, c'est-à-dire le code de chaîne de la paire enfant, et la première partie, cela va nous donner H1, ici, que l'on met dans un certain format parse 256, que l'on additionne modulo n à la clé privée parent pour donner la clé privée enfant. Donc avec ces calculs, on a pu passer d'une clé privée parent à une clé privée enfant. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, vous dites comment c'est possible en utilisant une clé publique ici, en entrée, une clé publique parent, que l'on arrive à une clé privée enfant ici. Bien ça, c'est dans le cas d'une dérivation normale, et on est obligé d'avoir à un moment accès à la clé privée parent, même si on fait une dérivation normale, puisque vous voyez ici que pour déterminer la clé privée enfant, on doit l'additionner à la clé privée parent modulo n, tout simplement. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que l'on voit sur ce schéma. En l'occurrence, sur ce schéma, cela illustre une dérivation renforcée depuis une clé privée parent vers une clé privée enfant, puisqu'en entrée, on utilise une clé privée, bleue. Donc on concatène la clé privée parent avec l'index. Ici, c'est l'index 1. En réalité, c'est pas trop possible, puisque l'index 1, il est réservé pour les dérivations normales, mais on pourrait noter 1', par exemple. Il y a une petite erreur ici, désolé. En deuxième entrée, donc, on va mettre le code de chaîne parent qui correspond à la clé privée parent qui est là. On passe tout ça dans hmac SHA-512, ça nous donne un condensat. Les 256 bits de droite, ça nous donne notre code de chaîne enfant. Les 256 bits de gauche, ça nous donne H1. H1, on le parse 256, il est là. On l'additionne modulo n à la clé privée parent, donc ce que vous voyez là, hein, c'est la même clé. Et ça nous donne enfin notre clé privée enfant index 1 apostrophe, tout simplement. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que l'on passe d'une clé publique parent à une clé publique enfant. Eh bien, on va effectuer à peu près le même calcul, donc c'est ce que vous voyez là, hein, sur ce schéma. On utilise en entrée donc la clé publique parent, on la concatène à l'index choisi, on passe dans la fonction hmac avec en deuxième entrée toujours le code de chaîne qui est associé, le code de chaîne parent, ça nous donne un condensat de 512 bits, à la sortie les 256 bits de droite, ça nous donne encore notre code de chaîne enfant, et les 256 bits de gauche, la petite particularité, étant donné que l'on souhaite avoir une clé publique enfant, eh bien on va calculer point H1, c'est-à-dire que l'on va passer H1 dans ECDSA, on va calculer à partir du point G sur les courbes elliptiques par addition et doublement de points, quel est le point sur la courbe elliptique qui correspond à cette valeur de H1. Ici en l'occurrence c'est H majuscule 1, et ce H majuscule 1, on va l'additionner à notre clé publique parent que l'on avait utilisée ici en entrée. C'est pour ça que vous voyez la flèche qui descend. Et ça nous donne notre clé publique enfant d'index 1. Ici vous avez le calcul correspondant, donc H, c'est-à-dire notre condensat, est égal hmac SHA-512 avec en entrée la clé choisie, le code de chaîne parent, comme toujours, ce que vous voyez là. Et en message, c'est-à-dire la deuxième entrée, une concaténation de la clé publique parent en vert et de l'index choisi, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, on traite notre condensat, on le sépare en deux, les premiers bits à gauche pour H1 que vous retrouvez là et les bits à droite pour H2 que vous retrouvez ici. Donc H2, ça va être le code de chaîne enfant. Et H1, on va encore le parser 256 et on va calculer le point correspondant à parse 256 H1, c'est-à-dire qu'on va faire l'addition sur les courbes elliptiques, ce que je vous ai dit.
On va additionner ce résultat à la clé publique parent, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est cette opération, et cela va nous donner notre clé publique enfant. Alors maintenant, comment est-ce que l'on passe d'une clé privée parent à une clé publique enfant? Eh bien, il existe deux possibilités. Soit on souhaite dériver une clé publique enfant renforcée. Dans ce cas, on va utiliser en entrée de la fonction hmac notre clé privée parent, c'est ce qu'on voit là. Donc là, c'est toujours le même fonctionnement que d'habitude. On a dérivé d'abord une clé privée enfant, et tout simplement, cette clé privée enfant, on va calculer la clé publique qui lui correspond en calculant par addition et doublement de points sur les courbes elliptiques à partir du point générateur, le point qui correspond à sa clé publique. Et donc là, on aurait une clé publique enfant. K-enf, ici. La deuxième manière de calculer une clé publique enfant depuis une clé privée parent, si on souhaite dériver une clé publique enfant normale, eh bien on va d'abord prendre la clé privée parent, dériver la clé publique parent, c'est ce que vous voyez là, et ensuite on fait comme d'habitude, on concatène l'index, on met en deuxième entrée le code de chaîne, on passe dans la fonction hmac, ça nous donne notre condensat de 512 bits, on le sépare en deux, à droite notre code de chaîne enfant, à gauche H1 que l'on passe dans le CDSA, addition et doublement de points sur les courbes elliptiques, pour donner H1, H majuscule 1, et on additionne la clé publique parent avec H majuscule 1, ce qui nous donne notre clé publique enfant, tout simplement. Et donc là, on a pu étudier tous les types de dérivations différents, c'est-à-dire qu'à partir de la clé privée parent, on peut dériver tout ce que l'on veut, des clés publiques, privées, renforcées, normales, et à partir de la clé publique parent, uniquement, eh bien c'est ce que l'on a vu sur la diapositive précédente, on peut dériver uniquement des clés publiques enfant, c'est ce que vous voyez là, normales, pas renforcées. Donc, pourquoi est-ce que cela fonctionne? Et pourquoi est-ce que l'on tombe exactement sur la même valeur si on part de la clé privée parent et si on part de la clé publique parent? C'est-à-dire, comment c'est possible de dériver des clés publiques enfant à partir uniquement de la xpub, de dériver des adresses, et que l'on ait bien la possibilité de générer les clés privées associées à ces adresses, mais sans utiliser la xpub, en utilisant la clé privée parent? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on utilise ce processus, on va faire des dérivations normales. Et donc, on va utiliser exactement les mêmes entrées de la fonction hmac SHA-512, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Par exemple, on peut imaginer ici qu'on calcule à partir d'une xpub, que l'on va calculer des adresses ou des clés enfants. Donc, on va utiliser la clé publique parent ici, concaténée à l'index choisi. Ici, le code de chaîne parent, ça nous donne notre condensat de 512 bits. Et quand on souhaite calculer les clés privées qui correspondent à ces clés publiques enfants, à partir de la clé privée parent, eh bien, si on n'a pas accès à la clé publique, on dérive la clé publique à partir de la clé parent en utilisant le CDSA. Ici, on a exactement la même entrée numéro 1 que sur le schéma à côté, pour hmac SHA-512. L'entrée numéro 2, c'est toujours la même, code de chaîne parent. Donc, logiquement, le condensat en sortie sera exactement le même. Donc, nous aurons bien les 256 bits de droite ici seront exactement les mêmes que les 256 bits de droite ici. Donc, ça nous donne deux fois le même code de chaîne enfant. En revanche, au niveau des 256 bits de gauche, c'est là que va se différencier le calcul de la clé privée enfant normale du calcul de la clé publique enfant normale. Donc pour la clé privée enfant normal, on va interpréter H1 avec l'octet le plus significatif en premier, c'est-à-dire parse 256. Ça nous donne ici H minuscule 1 que l'on additionne modulo n à la clé privée parent, et ça nous donne la clé privée enfant. Et ici, on va calculer le point H majuscule 1 en utilisant ECDSA sur le même H1 qui a été utilisé ici. On l'additionne à la clé publique parent, et ça nous donne notre clé publique enfant. Donc là, on n'est que sur de la dérivation normale, hein, pas sur de la dérivation renforcée, pour laquelle ça se vérifie pas, tout ça. Et donc, grâce aux propriétés de l'addition et du doublement de points sur les courbes elliptiques, on peut voir que notre clé privée enfant index 1, si on dérive une clé publique à partir de cette clé privée, eh bien cela va bien correspondre à notre même clé publique enfant numéro 1, la même que l'on a dérivée ici. Et donc cette clé publique enfant numéro 1, on peut l'obtenir soit
en utilisant ce processus à droite, soit en utilisant ce processus et depuis la clé privée en dérivant tout simplement une clé publique correspondante. C'est ce que je vous ai écrit ici au niveau des calculs. Donc lorsque l'on fait une dérivation normale, on aura toujours un hash, c'est-à-dire condensat de 512 bits, ici l'output, qui est égal à hmax à 512 en clé, le code de chaîne parent, en entrée numéro 2, point k par ou directement k majuscule par, concaténation i, l'index, et k-env est égal parse 256h1, ce que vous voyez là, plus k par modulo n, c'est l'opération que vous voyez ici. Et donc, on aura bien clé publique enfant est égal clé privée enfant fois g. Si on effectue le calcul à partir de la clé publique parent, ça va être cela. Donc h est égal hmax à 512. Première entrée, sépare, c'est pareil qu'en haut. Deuxième entrée, message est égal k par concaténation i. Et si vous regardez bien ici, c'est exactement pareil qu'en haut, puisque point k par, c'est égal à k majuscule par. Et donc, notre clé publique enfant sera égale à point parse 256h1 plus k par, c'est l'opération que vous voyez ici sur le schéma. Tout simplement. Pour conclure ce que nous avons vu dans ce cours, donc déjà nous avons vu les différences entre les dérivations renforcées et les dérivations normales. Donc une dérivation renforcée, c'est une dérivation qui se fait avec en entrée de la fonction hmax la clé privée parent, et une dérivation normale, c'est une dérivation qui se fait avec en entrée de la fonction hmax la clé publique parent. Donc on utilise la clé parent concaténée à l'index en entrée 1 de la fonction hmax à 512, ça c'est ce que nous avons vu, et on utilise le code de chaîne qui est associé à cette paire de clés parent en entrée 2 de la fonction hmax à 512. En output, on a donc un condensat de 512 bits, on le sépare en deux parties, donc on a deux parties, une de 256 bits à gauche et une de 256 bits à droite. La partie de droite représente le code de chaîne enfant, et la partie de gauche est utilisée pour calculer la valeur de la clé enfant. Et donc, une fois que l'on a calculé la paire enfant, c'est-à-dire que l'on a la clé privée ou publique enfant et le code de chaîne qui lui est associé, eh bien, rebelote, on peut utiliser ça comme clé parent pour calculer des clés petits-enfants. Et à partir des clés petits-enfants, on peut refaire le calcul pour calculer des clés petits-petits-enfants, etc., etc. On peut dériver comme ça de nombreuses paires de clés de façon déterministe et hiérarchique. Voilà, donc depuis le début de ce chapitre 5, on a vu pas mal d'informations différentes, mais j'imagine que pour le moment, vous avez encore du mal à vous représenter dans votre tête tous ces concepts, à quoi ça correspond dans le portefeuille. Donc je vous conseille de suivre le cours suivant, le cours 5.4, dans lequel nous allons étudier justement la structure du portefeuille HD et les chemins de dérivation, notamment les notations de chemins de dérivation. Donc on va voir comment s'articule tout cela, et on va voir également à quoi correspondent les différentes profondeurs de dérivation dans le portefeuille HD. Comme ça, vous allez pouvoir situer beaucoup plus facilement où se trouvent tous les éléments, et ça va vous permettre également de vous améliorer dans votre utilisation de votre portefeuille Bitcoin. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur le cours 5.4, structure du portefeuille et chemin de dérivation, et je vous dis à tout de suite.